Donc, comme a pu l'évoquer en amont Frédéric Aubrin, la fake news est un mot valise dans lequel on retrouve les concepts de désinformation et de mésinformation. Donc, comme ça peut vous paraître similaire, mais ça ne l'est pas. Et à travers tout cela, en découle l'utilisation de nombreuses techniques de manipulation, notamment au sein de la politique et de la géopolitique. Et pour décrypter tout cela aujourd'hui, nous avons avec nous un écrivain et doctorant en psychologie, Antonin Adjé, qui s'est spécialisé sur la théorie du complot et qui, en tant qu'ancien étudiant de sciences politiques, va nous aider va nous éclairer sur les stratégies de désinformation en politique mises en place via les réseaux sociaux. Donc, l'une de ces premières techniques, c'est donc l'effet de cadrage. Donc, Antonin, bonjour. Bonjour. En quoi cela consiste-t-il et quelle est son importance dans la manipulation? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Tout d'abord, juste parce que ça a l'air un peu confus, là, qu'est-ce que j'ai fait? Sciences politiques, psychologie. En fait, j'ai fait un double master, c'est pour ça. D'abord en sciences politiques à Lyon et ensuite en psychologie à Londres. Et là, je fais une thèse à Londres sur la psychologie dite psychologie sociale. Donc, en gros, comment des groupes de gens influencent nos comportements, spécialisé sur les théories du complot, puisqu'il paraît que c'est à la mode. Première chose, et juste avant, encore une fois, de répondre, j'aimerais rajouter 2 points sur ce que vous avez dit. Un point que vous avez dit qui est très pertinent, c'est il y a cette tendance à estimer que seuls les jeunes sont sur des réseaux, et seuls les jeunes se font manipuler par les fake news, ce qui est très confortable quand on n'est pas jeune. Mais il y a une statistique à retenir, c'est que sur Facebook, les plus grands propagateurs de fake news, de très loin, ce sont les plus de 60 ans. On peut être jeune dans sa tête à 60 ans, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez. Donc, il est important de ne pas se voiler la face. Je pense que nous toutes et tous, quel que soit notre âge, on peut se faire avoir et on se fait avoir. Et deuxième point important, le mot expert n'est pas un mot qui est protégé. C'est-à-dire que moi, si je veux être docteur en psychologie, là, actuellement, je suis doctorant, je fais ma thèse. Je ne peux pas dire que je suis docteur en psychologie. Je n'ai pas le droit de dire. Par contre, je peux dire que je suis expert. N'importe qui peut être expert en n'importe quoi. Je peux demain aller sur un plateau télé et dire que je suis expert en histoire du Pakistan. Je n'y connais absolument rien, mais j'ai le droit de dire ça. Donc, quand quelqu'un se prétend expert et pas docteur, pas scientifique, pas chirurgien ou je ne sais quoi, il peut être compétent, mais petite alarme, il est possible que ce soit un expert autoproclamé. On est expert que parce qu'on est reconnu par les gens de notre domaine comme expert. Voilà, introduction un peu longue. Maintenant, effet de cadrage. Effectivement, l'effet de cadrage, alors, ce n'est pas une fake news en tant que telle. C'est juste que quand on doit diffuser une information, il n'y a pas qu'une manière de le faire. Il n'y a pas qu'une manière de le faire. On doit présenter l'information d'une certaine manière. Il est possible d'aller sur le slide suivant. Je pense que c'est... Voilà. Un exemple très parlant, c'est cet article du Progrès qui datait d'avant Noël et qui dit, selon une étude, 64% des Français prévoit d'allouer le même budget à Noël que l'an passé. Ce n'est pas une fake news, hein, c'est une vraie information qui vient d'un vrai sondage. Moi, je dis ça, je suis heureux. On vit une période compliquée, il y a des guerres, il y a eu une pandémie, il y a l'inflation. Je dis ça, je me dis, bon, la majorité des Français va pouvoir faire Noël comme avant. En partant du principe qu'en temps de crise, personne n'augmente son budget de Noël, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que 36% des Français ont dû baisser leur budget. Si le Progrès avait titré son article à cause de la crise, 36% des Français ont baissé leur budget pour Noël. Je n'aurais pas ressenti la même chose. J'aurais été déçu pour ces 36%. C'est la même information. Elle est juste présentée de 2 manières différentes. C'est littéralement l'exemple du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. C'est le même verre d'eau. Tout dépend de la manière dont on présente l'information. Un autre exemple très courant. Alors, c'est important de voir ça parce que ce n'est pas une fake news. La fake news n'est pas la seule manière d'orienter l'opinion. Et un exemple très important, et pas du tout polémique ni politique, c'est la réforme des retraites. Rassurez-vous, je vais en parler d'une manière très particulière. Imaginons qu'on est contre la réforme des retraites. Comment on va présenter les manifestations qui ont eu lieu en France? On va dire ce sont les plus grandes manifestations de l'histoire de la Ve République, plus de 2 millions de Français dans la rue, tout ça c'est vrai, c'est factuellement vrai. Si on est pour la réforme des retraites, on va dire quoi? On va dire que l'immense majorité des Français ne s'est pas déplacée pour manifester, ce qui est aussi vrai. Si je suis contre la réforme des retraites et contre le gouvernement, je vais dire que c'est scandaleux, le gouvernement a utilisé 11 fois le 49.3. Si je suis pour le gouvernement, je vais dire que le gouvernement Rocard, il y a 25 ans, 30 ans, il a utilisé 27 fois. Toutes ces informations sont vraies.
mais en fonction du point de vue que je défends, je vais orienter, je vais cadrer la manière de présenter l'information. Ce n'est pas forcément de la manipulation, on doit faire un choix, mais ça va orienter la manière dont elle est perçue. Donc pour définir l'effet de cadrage que je n'ai pas, ou le biais de cadrage que je n'ai pas précisé, c'est un biais cognitif, donc c'est une, on va dire, distorsion du raisonnement cognitif du cerveau qui nous fait interpréter d'une certaine manière un événement en fonction de comment il est présenté. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez précisé, il y a différentes manières de désinformer, du coup, qui ne passent pas forcément par la fake news. Et donc, parmi ces techniques, notamment à l'approche des élections, on a l'astroturfing. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'astroturfing et comment elle est utilisée en politique et en géopolitique? Bien évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ce terme astroturfing? C'est un terme qui a l'air un peu compliqué et très étrange. Alors déjà, l'origine sémantique d'astroturfing, elle est assez rigolote et elle va bien expliquer ce qu'est l'astroturfing. J'ai commencé par définir ce que c'est. C'est quand, en fait, des groupes, que ce soit des entreprises ou des partis politiques, etc., payent des gens pour envoyer des messages spontanés de citoyens volontaires pour faire une réforme. Donc, en fait, c'est une sorte de militantisme déguisé. Et ça vient, le terme a été inventé par un sénateur américain du Texas en 1984, je crois, où il voyait de nombreux courriers d'électeurs spontanés qui étaient en fait envoyés par une assurance en fait, qui voulait changer la loi en sa faveur. Donc l'idée, c'est d'influencer d'opinion en se faisant passer pour un mouvement militant spontané, alors que c'est quelque chose de payé, financé par un groupe. Et le AstroTurf, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'une marque américaine qui s'appelle AstroTurf, qui fait de la fausse pelouse. Or, aux États-Unis, grassroots, ça veut dire, donc les racines de l'herbe, c'est grassroots people, ou grassroots movement, c'est un mouvement spontané de gens. Or, AstroTurf, c'est une marque qui fait de la fausse pelouse, donc qui fait de la fausse vraie pelouse. Le mot français, je ne suis pas pour changer tous les mots anglais en français, mais c'est similitantisme, et je trouve ça très beau. Donc, je propose de l'utiliser à partir de maintenant. Et ce mouvement-là est très utilisé. Il a été utilisé avant Internet, on l'a vu. Il est extrêmement utilisé à l'heure d'Internet. Il sera encore plus avec les IA où on pourra créer 70, 100, 100 000 bots qui pourront eux-mêmes influencer d'opinion. Et on a vraiment commencé à en entendre parler en 2016 avec l'élection de Donald Trump et avec l'affaire Cambridge Analytica, dont je pense que vous avez entendu parler, où en fait Steve Bannon, qui était un supporter de Trump, a créé une entreprise qui a récupéré des données sur Facebook pour repérer les gens susceptibles d'être influencés pour voter Trump en fonction du profil qui a été fait sur Facebook. Et ensuite, ils ont été inondés de messages pro-Trump pour faire pencher la balance dans le sens de Trump. Clinton a fait la même chose, hein, donc ce n'est pas juste une histoire de Trump. Le Brexit a aussi été influencé par ça. Et en France, on a eu un peu l'effet inverse. Lors de l'affaire Benalla, beaucoup de citoyens sur Twitter se sont offusqués de cette affaire et le gouvernement a dit « c'est sûrement d'astroturfing ». Ça ne peut pas être des citoyens qui, sincèrement, se plaignent de cette affaire. Il s'avère que ce n'était pas d'astroturfing. Ils ont accusé les Russes. Ils ont dit c'est les Russes qui ont fait ça. Ce n'était pas les Russes. C'était vraiment des citoyens. Donc, c'est intéressant de voir aussi que ces techniques sont dangereuses dans l'État, mais sont aussi un formidable outil pour que le gouvernement se dédouane, enfin n'importe quel gouvernement se dédouane d'un véritable mouvement militant. Les dictatures vont dire que des manifestations de leur pays sont influencées par des puissances étrangères. C'est peut-être vrai. C'est aussi un moyen de les décrédibiliser. C'est pareil pour astroturfing. Et donc, dans la continuité de l'astroturfing, il y a d'autres techniques similaires. Il me semble que vous vouliez évoquer avec nous la fabrique du doute. La fabrique du doute, la fabrique de l'ignorance. Pour ceux qui connaissent la série Mad Men, vous vous rappelez sûrement de ce slogan qui est la création du héros de la série. En 1950, les scientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant que peut-être qu'il y a un lien entre cigarettes et cancer du poumon. Sachez que c'est vrai. Mais, les industries du tabac, notamment Philip Morris, ont été au courant dès le début. Et bien sûr, en citoyens consciencieux, ne l'ont absolument pas divulgué et ont essayé de faire du lobbying pour pousser dans l'autre sens. L'idée de la fabrique du doute, c'est pas de dire que les études scientifiques sont fausses, c'est de laisser planer de doute. Il y a plein de manières. On peut juste dire, par exemple, que le lien n'est pas avéré. Ce qui est vrai, il y a toujours une part de doute en science. Et on va influencer, on va créer d'autres études qui vont dire que finalement, c'est plus compliqué que ça, etc. L'idée, ce n'est pas de désavouer frontalement ces études, c'est de mettre le doute pour que le citoyen ne sache plus trop. Une autre manière de faire douter, c'est de rendre la cigarette, cool. D'avoir Humphrey Bogart qui fume une cigarette.
Et ils sont beaucoup concentrés sur les jeunes, notamment les adolescents. Ou de parler juste « it's toasted », du goût de la cigarette, et de ne pas parler de ça. Pour revenir à notre époque, donc ça y est, maintenant, les industries du tabac ont enfin admis qu'il y avait peut-être un lien entre cancer et cigarette. Mais il y a encore beaucoup d'autres domaines où on fait un peu la sourde oreille, hein, notamment en France avec certaines boissons. Poutine fait pareil, en tout cas la Russie fait pareil avec l'invasion en Ukraine, où ils ne vont pas forcément nier des évidences quand il y aura des vidéos, par exemple, qui démontreront des massacres commis par les soldats russes, ils vont dire que ce n'est pas vrai. En fait, le but n'est pas de convaincre, le but c'est de faire douter. Si le citoyen doute, il se désengage de ça. Imaginez le Français qui ne voit que des massacres russes. Il va faire quoi? Il va dire il faut aider les Ukrainiens, il faut envoyer des armes, etc. S'il commence à avoir des informations qui disent que peut-être c'est de la fake news, peut-être ce sont des acteurs, peut-être que c'est les Américains qui sont derrière tout ça, et bien, sans être convaincu, il va moins être véhément, il va moins militer pour défendre l'Ukraine, il va se désengager du problème. Voici le problème de la fabrique du doute, c'est pas de s'opposer à une vérité scientifique, par exemple, c'est de faire douter assez pour continuer à pouvoir faire quelque chose qui est répréhensible. Tout à fait. Et donc, très rapidement, les fake news sont des fausses informations. On l'assimile souvent au faux, mais parfois, il suffit de simplement pas parler pour faire parler. Et c'est donc le cas avec ce qu'on appelle la mute news. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les risques principaux de cette mute news? Alors, la mute news, comme son nom indique très clairement, c'est le fait de ne pas parler d'une information. Alors, comme ça a l'air absurde, mais je trouve que c'est presque plus grave que la fake news et plus pernicieux. En fait, un journal a une durée limitée. Un journal de télé a une durée limitée, un journal papier a une taille limitée. On ne peut pas tout parler, on ne peut pas tout dire. Et donc, on va faire des choix. Et on va faire des choix de ne pas parler de certains sujets. Par exemple, on va faire un exemple très simple. Qui est au courant actuellement qu'il y a un génocide musulman en Birmanie? Levez la main. Ok, donc à peu près 10%. Qui est au courant que Pierre Palmade a eu un accident de voiture il y a un mois ou deux? Alors, c'est normal, c'est normal, parce que ça a été beaucoup plus relayé. À titre personnel, j'estime que le génocide en cours est plus important. Pourtant, ce n'est pas plus relayé. Ça, c'est de la mute news. Ce n'est pas forcément volontaire, c'est un choix éditorial, un choix, on sait que Pierre Palmade, ça va plus vendre, plus faire du clic, etc. Il y a des logiques économiques, ce n'est pas forcément de la manipulation, mais regardez, comme ça, façonne l'opinion. Juste pour un autre exemple, et paradoxalement, pour être un peu méta, je pense qu'en termes de désinformation, se concentrer que sur la fake news, c'est muter la mute news, c'est-à-dire muter, donc faire taire le fait qu'il y a d'autres manières de désinformer. On est beaucoup sur des réseaux. Les réseaux ont des influences politiques en fonction de quel réseau, qui appartient à quel pays. Pourquoi est-ce que la Russie a interdit Instagram lors de la guerre en Ukraine? Parce qu'ils savaient qu'il y aurait des informations qui seraient accessibles à des Russes, qui seraient critiques. Il n'y a que le réseau russe, dont j'ai oublié le nom, qui est encore présent parce qu'il ne diffuse pas les informations qui viennent d'Ukraine. C'est pour ça que les Russes, entre autres, sont encore convaincus du bien fondé de cette guerre. Et un dernier point par rapport à ça, si je me souviens bien, on arrive au débat de la liberté d'expression. On a censuré RT, donc c'était la chaîne russe qui s'appelle Russia Today. Peut-être que c'est critiquable, mais en tout cas, l'une des raisons, c'était qu'elle désinformait énormément et elle taisait aussi des informations beaucoup plus véridiques sur ce qui se passait en Ukraine. Donc tout ça, c'est un débat complexe et la fake news n'est pas le seul aspect de la désinformation et je pense qu'il faut en prendre compte pour ne pas concentrer son énergie et son argent que sur un aspect du problème. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Ludmila.